bienvenue à tous. Je sais que c'est l'heure de pointe, c'est le rush, qu'il y a beaucoup de circulation dans les rues de toute la Tunisie. Beaucoup de personnes font le convoyage de leurs enfants ou des membres de la famille, donc je les remercie d'être présents. Nous avons la chance aujourd'hui d'écouter professeur Lissé Jouini. Je laisserai le soin à mon professeur Meher Kassab, à mon ami Meher Kassab, de présenter plus en détail, pour ceux qui ne connaissent pas Lissé Jouini, de présenter plus en détail professeur Lissé Jouini. Je vais juste dire deux mots de ce projet, de ce groupe, le groupe Graal Critique. Graal, c'est groupe de réflexion sur les alternatives critiques. On n'est pas dans le mysticisme, on n'est pas on veut être dans le concret. C'est un groupe de collègues et d'amis de différentes disciplines. Nous espérons que ça fera peut-être l'originalité un peu de ce groupe. Donc, on n'est pas que des économistes, pas que des gestionnaires. On essaie d'être ouvert à toutes les sciences sociales et au-delà des sciences sociales, à toutes les sciences humaines et même les sciences dites exactes. Donc, c'est un groupe pluridisciplinaire de différentes disciplines qui se réunissent comme ça en ligne et qui profitent de la technologie pour se réunir. C'est la deuxième rencontre en fait, pour réfléchir à des questions d'actualité et, euh, et, euh, et pour réfléchir à des alternatives. Des alternatives pour la Tunisie, mais également pour le monde. Et beaucoup de modestie. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, on le voit avec tout ce qui se passe après la Covid, avec la guerre en Ukraine. On voit qu'il y a un nouveau monde qui est en train de naître. On parle des transitions. On ne sait pas ni où vont conduire ces transitions, ni quand est-ce qu'elles vont se terminer, ni dans quel monde on va évoluer, nos enfants vont évoluer. Donc, on sent qu'il y a des choses qui changent et que le monde a besoin de réfléchir. Et la Tunisie et les pays en développement ont besoin de réfléchir à des alternatives. Quand on pense par exemple aux défis climatiques, quand on pense aux défis démographiques, quand on pense à tous ces défis qui se posent à nous, il faut inventer de nouvelles réponses, des alternatives. Donc c'est autour de ça qu'on se réunit. On s'adresse essentiellement aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on espère en tout cas pouvoir rassembler des jeunes chercheurs tunisiens et d'autres pays. Normalement, il devrait y avoir quelques collègues du Liban, peut-être d'Algérie aussi, parce que dans ma mailing list, la dernière fois, il y avait des collègues d'Algérie, du Liban, de Côte d'Ivoire. Donc, on est ouvert grâce à Internet, on peut rassembler beaucoup de monde de différents horizons, de différentes disciplines, mais aussi de différentes nationalités. Des jeunes essentiellement, parce qu'on aimerait qu'il y ait une tradition de réflexion critique à l'université tunisienne et qu'on transmette cette tradition de réflexion critique à nos jeunes, mais aussi des personnes, encore une fois, même des personnes, monsieur tout le monde, le grand public, et pas que des collègues spécialistes de discipline. Donc on veut aussi participer un peu à la culture scientifique. Alors, pourquoi critique? Quelle critique? Bien sûr, ce n'est pas une connotation idéologique, pas du tout. On n'a pas, moi, personnellement, je n'ai pas de parti pris idéologique. Je suis un libéral au sens philosophique, c'est-à-dire je crois en la liberté des individus. Mais ensuite, comment on organise cette liberté, c'est toute la question. Mais pourquoi critique? Je dirais pour trois raisons. Un, parce qu'il y a des défis énormes, je viens de le dire, et que face à ces défis, nous sommes bombardés d'informations, que nos jeunes doivent pouvoir prendre un peu de recul par rapport à ces informations. Nous sommes bombardés d'informations. Nous sommes aussi, ça c'est un deuxième constat, nous sommes submergés d'émotions. Un sociologue français, François Dubé, parle de patients tristes. Et c'est vrai que notre monde, en tout cas la Tunisie, mais quand on voit les rues aujourd'hui de Paris ou
ou partout dans le monde. Hein. C'est les passions tristes qui dominent et c'est l'émotion négative qui domine. Donc, on a besoin aussi de prendre du recul par rapport à ces émotions-là qui dominent. Et puis, non seulement bombardés d'informations, submergés d'émotions et de passions tristes, mais nous sommes englués dans la répétition. Et là, je le dis tout le temps à mes étudiants quand je leur donne un cours quand je donne mon cours d'épistémologie, je leur dis il faut arrêter la répétition et tenter la réflexion. Et malheureusement, souvent les cours, les enseignements sont basés sur la répétition et pas vraiment sur la réflexion. Donc, il faudrait éviter, essayer en tout cas de sortir de cette situation où on est englué dans la répétition, parfois dans des slogans politiques, par exemple, quand moi je travaille un peu sur la gouvernance maintenant, elle a été complètement vidée de sa substance, parce que c'est devenu un slogan politique, une politique politicienne. Et puis on a besoin d'imagination aussi, pour ne pas être englué dans la répétition, on a besoin d'imagination. Et puis, et pour terminer, je pense que, mais ça, c'est pas de moi, ça, je vais faire de la répétition, ça appartient à Keynes. Et je le dis tout le temps, quand il y a une crise économique, en réalité, c'est souvent une crise de la pensée économique, sociologique, avant que d'être une crise du réel. Donc, et c'est pour cela qu'on a besoin d'imaginer autre chose et qu'on a besoin de se rencontrer au-delà des distances, au-delà des spécialités disciplinaires, pour sortir et réfléchir ensemble, et réfléchir avec nos jeunes, et réfléchir avec des gens qui ne sont pas des universitaires, à des alternatives critiques et crédibles pour notre pays, pour l'Afrique, pour le monde. Voilà. Marc Lévy, comme encore une fois, je tiens à remercier encore une fois professeur Lies Jouini pour l'honneur et l'amitié qu'il nous fait. Je ne sais pas si j'ai tenu les 5 minutes. Voilà, je passe la parole à Sylvain. Ah, j'ai même dépassé les 5 minutes. Pardon, désolé, je suis bavard. Parfait, c'était intéressant, Kevin, surtout pour nos invités qui ne connaissent pas le Graal, pour voir nos objectifs et ce que nous faisons, ce que nous compterons faire. Et je crois que la porte est ouverte pour tous les collègues pour rejoindre notre groupe de réflexion. Merci à tous les participants. Donc, moi, au nom de mes collègues du groupe de réflexion sur les alternatives critiques, j'adresse au professeur Elias Jouini mes vifs remerciements pour avoir accepté de donner notre première conférence de cette année. Je tiens à exprimer tout mon plaisir de modérer cette conférence d'un enfant de la Tunisie, d'une autorité scientifique dans le domaine de l'économie et de la finance, mais aussi une fierté nationale. Lies Jouini, je vais présenter brièvement son CV, mais il est très riche quand vous l'avez. Vous m'excusez, Célia, si j'ai omis des distinctions ou donc des fonctions. Donc, Lies Jouini est diplômé de l'École normale supérieure, rue d'Ulm, Paris, classé premier à l'agrégation de mathématiques et titulaire d'un doctorat et d'une HDR de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il a été auparavant professeur dans cette université, ainsi que professeur de finance à l'INSAE et à la Stern School of Business de l'Université de New York. Il est actuellement professeur d'économie à l'Université de Paris Dauphine PSL et responsable de la chaire UNESCO Femmes et Sciences, après y avoir été professeur de mathématiques. Il est actuellement directeur du House of Finance Dauphine. Il a également été pendant 10 ans titulaire de la chaire Les individus face au risque. Ses recherches se situent à l'interface entre les mathématiques, l'économie et la finance et portent sur les questions liées à la prise de décision individuelle et collective et aux interactions entre décideurs, notamment à travers les mécanismes de marché. Il a publié dans les meilleures revues académiques internationales, notamment en économie, mathématiques et finances, dans la célèbre Review of Economic Studies, la Review of Financial Studies, Management Science, Journal of Economic Theory,
Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Mathematics Economics et j'en passe. Il a également édité et coédité de nombreux ouvrages. Il est membre de l'Institut universitaire de France et de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit el-Hakma et fellow de l'Econometric Society de l'Institut, donc l'Econometric Society est membre de l'Institut for Labor Economics et de l'Institut Louis Bachelier. Il a été vice-président de l'Université Paris-Dauphine et président de sa fondation. Il a fondé la revue Mathematics and Financial Economics et en a été le premier rédacteur en chef. Il est également cofondateur et membre à vie de la Bachelier Finance Society. Particulièrement impliqué dans le développement des interactions entre le monde académique et le monde professionnel, il a contribué à la création de l'Institut Europlace de Finance, dont il est le directeur scientifique, de la Fondation du risque et de l'Institut Louis Bachelier, dont il est le vice-président académique. Il a également été membre du comité scientifique de la Fondation Banque de France et membre du conseil d'administration de diverses sociétés privées. En janvier 2011, il a été ministre chargé des réformes économiques et sociales au sein du gouvernement de transition tunisien. Ilyes Jouini a également été membre du groupe d'experts de haut niveau auprès du commissaire européen à la recherche, à l'innovation et à la science, membre du conseil d'analyse économique en France, membre du Conseil des analyses économiques en Tunisie et du Haut Conseil de la science et de la technologie en France. En 2005, il a reçu le prix du meilleur jeune économiste de France, prix qui lui a été décerné par Le Monde de l'économie et le Cercle des économistes français, ex aequo avec Esther Duflo, devenue ensuite prix Nobel en économie en 2019. Il est fondateur et le premier président de l'Association des Tunisiens des grandes écoles, ATUS, dont Karim venait d'en parler tout à l'heure. Donc on voit un CV tellement riche et je suis persuadé que j'ai oublié de mentionner d'autres contributions et distinctions. Il faut dire que nous avons proposé, Karim Benkarl et moi-même, au professeur Ilyes Jouini à la fin de l'année 2022, de nous parler du prix Nobel d'économie de 2022. Et il a été alors donc convenu que la conférence portera sur les paniques bancaires à la lumière du prix Nobel 2022, quelles alternatives pour les banques centrales. Comme vous le savez, donc chaque année, comme on le sait tous, au mois d'octobre, l'annonce de prix Nobel d'économie fait revivre un vieux débat et parfois des polémiques concernant plusieurs points. Le Nobel d'économie est-il un vrai Nobel ? Pourquoi les économistes femmes ne sont pas suffisamment représentés? Pourquoi les économistes américains sont surreprésentés? Etc., etc., ce type de questions. Bref, le débat se focalise beaucoup plus sur ces aspects-là et beaucoup moins sur le fond et les apports des économistes primés, même si ces dernières questions demeurent toujours légitimes. Il faut dire que certaines circonstances ont fait en sorte que la conférence d'aujourd'hui soit programmée loin de la période de grande ferveur et d'épée polémique, et tant mieux, et ce pour avoir plus de recul et donner au professeur Jouini la possibilité donc de nous éclairer sur les apports des prix Nobel d'économie de 2022 en faisant le lien avec l'actualité caractérisée par la grave crise économique mondiale que nous connaissons. Fin connaisseur des travaux des économistes récompensés en 2022, Bernanke, Diamant et Deitvig, professeur Jouini nous révélera les apports de ces trois chercheurs et leur lien avec la situation économique mondiale actuelle. Le jury du prix Nobel 2022 a loué la contribution de ces trois universitaires américains à l'amélioration de notre compréhension du rôle des banques dans notre économie, particulièrement dans les crises financières, ainsi que leur contribution à la régulation des marchés financiers. En respectant les différentes réglementations prudentielles établies par les banques centrales, les banques, en fait, se protègent contre les risques qui peuvent mettre en péril leur santé financière et les intérêts financiers de leurs clients. Elles permettent aussi d'éviter les paniques et les faillites bancaires. Or, l'application, par exemple, des nouvelles règles de Bâle III
ou BAL 4 comme certains l'appellent, ont été donc retardés donc plusieurs fois pour une mise en œuvre prévue a priori en 2025, sous prétexte que la récession causée par sous prétexte la récession causée par la crise sanitaire et la nécessité de relancer l'économie. La crise économique pourrait en effet déstabiliser les systèmes bancaires. Or, en réalité, ces nouvelles règles coûteraient par exemple aux banques européennes environ 350 milliards d'euros. De l'autre côté, les banques centrales ont été malmenées et soumises à des rudes épreuves les 3 dernières années. Une crise sanitaire couplée avec la guerre en Ukraine. D'une politique monétaire expansionniste en 2020, on va vers une politique monétaire restrictive en 2022 pour faire face aux tensions inflationnistes avec une augmentation continue et coordonnée des taux directeurs des principales banques centrales. En 2022, la crise de la stagflation est réapparue après celle connue lors des deux chocs pétroliers de 73 et 79. À la fin des années 70 et au début des années 80, Paul Volcker, président de la Réserve fédérale de l'époque, a réussi à faire face à la crise par une montée sans précédent du taux directeur de la Réserve fédérale tout en préservant le système financier. À l'époque, le taux directeur a atteint environ 20%. Donc, cette mise en relief des rôles des banques centrales et des banques centrales, donc dans le contexte de crise, a conduit notre groupe de réflexion, le GRAL, à s'interroger sur la situation actuelle dans le monde et en Tunisie. D'où un ensemble d'interrogations qui émergent. Moi, j'en ai relevé 4. Les recettes actuelles des banques centrales, en suivant le modèle Volcker des années 80, sont-ils toujours valables pour sortir de la crise de la stagflation actuelle? En d'autres termes, y a-t-il des alternatives aux thérapeutiques orthodoxes véhiculées en partie par les apports théoriques des prix Nobel 2022 pour faire face à la crise actuelle et limiter ses dégâts? Deuxièmement, les systèmes bancaires actuels sont-ils suffisamment solides pour affronter la crise économique actuelle et éviter les crises bancaires? Troisième question, Bernanke, le banquier central de la Réserve fédérale entre 2006 et 2014, a-t-il été aussi brillant que Bernanke, l'économiste? A-t-il réussi à bien gérer la crise de subprime de 2007-2008? Enfin, quelles leçons à tirer pour la Tunisie de ce dernier prix de la Banque de Suède? Les taux directeurs appliqués par la BCT contribuent-ils réellement à la stabilité économique de la Tunisie? Cette politique monétaire restrictive n'est-elle pas la source du manque de dynamisme de nos entreprises nationales, voire la source de la réticence à l'investissement dans l'économie nationale? Voilà une vraie présentation, quelques interrogations pour amorcer la conférence de professeur Eliès Jouini. Professeur Eliès, j'espère que j'étais fidèle donc à votre cursus et donc avec une présentation de votre biographie et une présentation brève aussi de votre conférence. À vous la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous ce soir pour donc échanger avec vous dans le cadre de cette conférence que je pense que et les organisateurs et moi-même sommes d'accord sur le fait que c'est avant tout un prétexte, c'est-à-dire que ce que je vais dire est un prétexte à ensuite un échange avec les participants autour de différentes choses, parce que on peut voir cette conférence ou ce thème à plusieurs niveaux. On peut s'intéresser à la question, et c'était le tout début de la présentation de Simer, à la question de la fabrique des Nobel. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes plutôt que d'autres sont choisies pour recevoir le Nobel, et donc présenter ceux de 2022, c'est aussi une façon d'explorer cette question. C'est aussi la question du rôle des économistes dans la société. Est-ce que les économistes sont dans leur tour d'ivoire? Est-ce qu'ils ne présentent que des modèles théoriques? Dans quelle mesure leurs travaux éclairent réellement les débats de société? Et ce qui est très intéressant dans le prix Nobel de cette année, c'est que justement, on a à la fois 3 économistes, mais l'un d'entre eux a endossé l'habit de
banquier central et donc à relever les manches pour être confronté directement au sujet d'actualité. Et puis enfin, évidemment, la question des ruées bancaires qui est au cœur de la thématique qui leur a valu le prix Nobel. Alors, je vais partager mon écran et hop, est-ce que, oui, vous devez voir mon écran là. Et c'est bon, c'est bon. Voilà. Si vous pouvez, donc, excellent. Et donc, l'objet aujourd'hui, hein, donc c'est les paniques bancaires à la lumière du prix Nobel d'économie 2022. Quelles alternatives pour les banques centrales? Alors, ce qui est amusant, parce que tout à l'heure, justement, en présentant mon parcours, vous avez mentionné le fait que j'ai, pendant 2 ans, été professeur à NYU. Et pour la petite histoire, au départ, j'étais invité par Philippe Dybvig à rejoindre son université, donc l'université Saint-Louis. Et c'est en allant à Saint-Louis que j'ai été à New York et finalement j'ai préféré être à New York que dans le Missouri, ce qui est facile à comprendre. Alors, je vais commencer par vous projeter une petite séquence. J'espère que la qualité du son et de l'image sera bonne. Une petite séquence cinématographique. Alors. On n'écoute pas le son, CBS. Hein. Ah, vous n'entendez pas le son? Non, on n'a pas le son. Alors. Bon, tant pis. Donc, je sauterai cette séquence parce que tout à l'heure, j'avais fait une petite expérimentation, mais bon, manifestement, ça ne passe pas. En fait, cette petite séquence est extraite de Mary Poppins. Et ce que l'on voit, c'est un enfant qui ramasse 2 centimes par terre. Un adulte lui prend les 2 centimes et se met à crier « Rendez-moi mon argent, rendez-moi mon argent ». Et à ce moment-là, comme ça se passe dans les couloirs d'une banque, les clients qui sont au guichet entendent « Rendez-moi mon argent », se disent « Tiens, il y a des problèmes, la banque refuse de donner l'argent à un client » et on observe un phénomène de panique où les uns après les autres, les clients se ruent au guichet pour récupérer leur argent et il s'ensuit donc une panique bancaire. Donc, alors, un autre exemple également, toujours pour rester dans la fibre cinématographique, je ne sais pas si tout le monde a vu le film Le Bossu, qui retrace notamment ou qui se passe pendant la période qu'on a appelée de John Law en France, avec la création de la Banque Générale. Ce que a fait John Law en 1716, c'était de créer une banque qui escomptait les effets de commerce et les épargnants acceptaient de recevoir l'inscription d'une somme sur leur compte en banque. C'était une nouveauté à l'époque et à partir de là, la banque peut prêter leur argent à d'autres et donc c'était le mécanisme du crédit qui se mettait en place. Ça a très bien marché. En 1717, donc un an après, le régent, puisqu'on était dans une période de régence hein, entre Louis XIII et Louis XIV, le régent prescrit par édit aux receveurs des impôts d'accepter les billets de la Banque Générale. Donc ce sont les premiers billets de banque qui s'échangent en France. En 1717, John Law crée la Compagnie du Mississippi et cette compagnie est censée exploiter le Nouveau Monde et donc toute la région du Mississippi et de la Nouvelle-Orléans et on fait rêver les investisseurs en leur disant mais ce sont des terres nouvelles qui sont extrêmement riches. Le cours n'arrête pas de monter, les actions s'envolent complètement,
on parle dans la communication de récoltes de terres qui sont tellement riches que l'on pourra faire 2 à 3 récoltes par an. Donc le cours ne cesse de monter. Le problème, c'est qu'au bout de 2 ans, alors qu'on tablait sur 6000 colons installés, ils ne sont que 500 à s'être installés dans la région du Mississippi. C'est-à-dire que l'engouement financier était là. En revanche, l'engouement concret pour aller travailler sur place et développer la région n'était pas là. Le duc de Bourbon et le prince de Conti, qui sont les deux personnages parmi les personnages les plus en vue à l'époque, demandent à se faire rembourser leur billet contre de l'or parce qu'ils sentent que la situation commence à aller mal, et c'est le début d'une panique. C'est la panique, tout le monde se rue pour retirer son argent, et la première décision qui est prise, c'est de dire on n'ouvrira plus les guichets que 2 jours par semaine. Donc la première chose, première décision, c'est de contraindre la liquidité, et donc la banque n'ouvrait plus ses guichets que 2 jours par semaine. La baisse se poursuit. La deuxième décision qui est prise, c'est une dévaluation sauvage. On décide que la valeur des billets et des actions va être réduite de moitié. Là, c'est la débâcle totale. Des personnes meurent étouffées, donc c'est vraiment une panique au vrai sens du terme. Les gens se précipitent au guichet, des personnes meurent étouffées. L'action passe de 18 000 livres à 40 livres, donc elle est divisée de manière absolument phénoménale. Et là, alors même que le régent 2 ans avant avait imposé que les billets de banque, les billets de la Banque Générale soient acceptés en paiement, il y a un nouvel édit qui statue que les billets de banque ne pourront être donnés ou reçus en paiement pour quelque cause ou prétexte que ce soit, et c'est la fin de l'expérience de la compagnie du Mississippi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment en parallèle, on a eu une crise tout à fait similaire en Angleterre. C'était la South Sea Company. Donc pareil, c'était explorer et exploiter les terres dans le Nouveau Monde. Et l'engouement était tel que les Français envoyaient acheter des actions à Londres et les Londoniens envoyaient acheter des actions à Paris. Et donc, c'était une bulle qui s'est entretenue à l'échelle internationale. Alors, les ruées bancaires, ça continue à être une actualité jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous ai parlé de 1716, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est une réalité. On a connu le scandale des savings and loans aux États-Unis en 1980, Northern Rock en 2008, la Grèce en 2015, où vous avez tous dû voir les images des gens qui faisaient la queue aux distributeurs de billets pour essayer de retirer leur argent. Les banques zombies aujourd'hui au Liban, où vous ne pouvez plus retirer votre argent, ou en tout cas vraiment au compte-gouttes, que ce soit votre argent en dollars ou que ce soit votre argent en livres libanaises. Et en fait, dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que les déposants se précipitent parce qu'ils anticipent que la banque va faire défaut. Et du coup, parce que les déposants se précipitent tous en même temps, eh bien la banque est obligée de liquider des actifs à perte pour rembourser les déposants qui se précipitent. Mais à partir du moment où elle liquide à perte, eh bien elle ne va pas pouvoir servir tout le monde et elle précipite donc sa faillite. Et si la ruée se propage, eh bien c'est la panique bancaire qui peut conduire à un choc économique majeur. Alors, ces ruées bancaires ont été étudiées par les économistes, elles ont été étudiées par Friedman et Schwartz en 1963, et Friedman a eu le prix Nobel en 1976, pas seulement pour ses travaux, mais plus généralement pour ses travaux sur l'économie monétaire, puis ont été étudiées par Bernanke en 1983, puis théorisées par Diamond et Dybvig en 1983 également, et ce sont donc ces trois derniers, Bernanke, Diamond et Dybvig, qui ont eu le prix Nobel 2022. Alors, je vais prendre quelques instants pour vous présenter le modèle de Diamond et Dybvig, et je vais essayer de le faire de la manière la plus simple possible, mais je pense que c'est intéressant de voir comment est-ce que les économistes conçoivent leur boîte à outils et comment est-ce qu'ils arrivent à construire des conclusions à partir de ce qu'on appelle des toy modèles ou des Mickey Mouse modèles, donc des modèles extrêmement simples. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont considéré dans leur papier qui leur a valu le prix Nobel? C'est une économie à 3 dates. Il y a aujourd'hui,
il y a le court terme et il y a le long terme. Et chaque individu, chaque agent dans l'économie dispose d'un cours financier qu'il peut soit consommer tout de suite, dépenser tout de suite, soit placé à court terme, donc c'est le compte à vue sans intérêt, soit placé à long terme avec un certain rendement de 10% ou 15% qui vont donc rémunérer son placement. Le problème, c'est que si un agent sait qu'il aura besoin de liquidités à court terme, eh bien, il n'a pas le choix, il ne peut pas placer à long terme. Il va être obligé de placer à court terme, donc dans un compte à vue. Si vous pensez que vous risquez d'avoir besoin de votre argent demain, vous le mettez dans le compte en banque, vous ne le placez pas dans un billet de trésorerie à 6 mois ou à 1 an. Si en revanche, vous savez que vous n'avez pas besoin de liquidité pendant l'année ou les 2 années qui viennent, eh bien, vous allez pouvoir faire des placements plus longs. Vous allez pouvoir, par exemple, investir et donc garantir des rendements plus intéressants. Le problème, c'est que l'hypothèse que font Diamond et Dybvig, et qui correspond assez bien à la réalité, c'est que les agents ne savent pas à l'avance s'ils auront des besoins à T égale 1. Donc, certains d'entre nous, bien sûr, savent qu'ils auront un besoin demain, d'autres savent qu'ils n'auront pas besoin, et puis la plupart, finalement, on craigne toujours qu'il puisse y avoir un choc qui fasse qu'ils aient des besoins non anticipés. Et donc, s'il n'y a pas de banque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, personne n'investit. Tout simplement parce que s'il n'y a pas de banque, et si je ne sais pas si je vais avoir besoin de mon argent à court terme, la seule chose que je peux faire, c'est de garder mon argent sous l'oreiller ou de le placer sans intérêt à la banque. Et donc, dans leur modèle, la première justification de l'existence des banques, c'est ça. C'est de permettre finalement à des individus qui ne savent pas s'ils peuvent placer à long terme ou pas, de placer quand même à long terme. Alors comment ça se passe? Eh bien en fait, chaque agent investit dans le cadre d'un dépôt à vue et la banque, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Elle va pouvoir investir une fraction du total de la collecte sur du temps long, qui vont garantir donc cette fraction, elle va rapporter un taux qui est supérieur au taux du dépôt à vue, donc qu'on avait supposé nul ou en tout cas très faible. On suppose également dans ce modèle que la banque ne sait pas à l'avance combien de clients vont se présenter à court terme et qu'elle sert les individus dans l'ordre où ils se présentent. Donc on est vraiment premier arrivé, premier servi, ce qui correspond assez bien à la réalité, c'est-à-dire que demain vous vous présentez à votre banque, et ça arrive de manière quotidienne sans que cela conduise à des paniques, mais si vous voulez retirer du cash, vous êtes le premier à vous présenter, vous retirez votre cash, vous arrivez en fin de journée, le caissier peut vous dire, écoutez, on n'a plus de cash disponible aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la banque a des difficultés, ça veut juste dire que la quantité de cash qu'ils avaient prévue ne permet plus de vous servir et il va vous dire de revenir demain. Ça, c'est dans les bons cas. Dans les mauvais cas, eh bien, ça correspond à une situation de plus grande difficulté de la part de la banque. Et s'il n'y a pas de cash disponible, c'est parce que la banque n'aurait plus de réserve disponible. Alors, il y a ceux qui arrivent à la date t égale 1 et qui vont être servis dans l'ordre dans lequel ils se présentent. Et puis, à la date t égale 2, la valeur résiduelle des placements est répartie entre ceux qui n'ont pas retiré à t égale 1. Et c'est ça qui va permettre de garantir des rémunérations qui sont plus élevées pour ceux qui attendent et de pouvoir quand même garantir une rémunération même pour ceux qui placent à court terme. Je prends un petit exemple, et je ne fais pas les calculs, mais juste pour vous donner une idée, si le risque de besoin de liquidité, si on estime que 30% des gens vont avoir besoin de leur argent à la date t égale 1, et si seuls ces 30% se présentent à t égale 1, la banque sait donc qu'elle va devoir payer, qu'elle va devoir rembourser 30% des placements d'aujourd'hui, qu'elle va devoir les placer demain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les met de côté, elle ne les place pas, elle les garde cash, donc elle les garde en liquide, et puis elle place les 70% de ses placements. Elle place, 70% des sommes qui lui ont été remises. À la date t égale 1, elle va même pouvoir servir un petit taux d'intérêt
à ceux qui viennent retirer leur argent à court terme, et puis à la date T égale 2, elle va servir ce qui reste à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et à titre d'exemple, si la banque, par exemple, a la capacité de placer à 20%, si elle a des projets rémunérateurs dans lesquels elle peut placer et qui rapportent 20%, eh bien, elle va pouvoir servir, par exemple, un taux d'intérêt à court terme de 5% et un taux d'intérêt à long terme de 17,4%. Ce sont des équations assez simples que l'on peut résoudre à la main sous l'hypothèse que j'ai faite que le besoin de liquidité était de 30%. Et on peut même calibrer les taux petit r, grand R', de manière à maximiser l'utilité d'un agent, donc l'utilité exemptée d'un agent qui sait qu'il aura 30% de chance d'avoir besoin de son argent à court terme. Donc voilà un peu le dispositif. Donc que fait la banque finalement dans cette opération? Eh bien, elle a plusieurs rôles. D'abord, elle offre aux impatients, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de leur argent très vite, elle leur offre un rendement supérieur au taux à vue, donc supérieur à 0%. Elle leur a offert, dans mon exemple, un taux de 5%. Elle a permis aussi d'offrir à ceux qui étaient patients un taux certes inférieur à celui de l'investissement. Dans mon exemple, on leur sert 17,4, c'est-à-dire un peu moins que les 20 qu'ils auraient pu avoir en investissant eux-mêmes directement, mais elle les a assurés contre le risque de liquidité. C'est-à-dire, elle leur a dit, si vous vous présentez à T égale 1, je vous donnerai 5%, si vous vous présentez à T égale 2, je vous donnerai 17,4%. Donc, elle leur a permis de s'assurer contre le risque de liquidité, même s'ils avaient placé a priori en pensant rester longtemps, donc de garder longtemps leur placement, eh bien, si jamais il y a un choc de santé, un choc de liquidité, un besoin quelconque, eh bien, ils vont pouvoir sortir plus tôt. Et c'est cette garantie, cette assurance que leur donne la banque. Et donc, les investisseurs patients ont assuré la liquidité des investisseurs impatients grâce à l'intermédiation bancaire. La banque va donc pouvoir assurer le financement de l'économie, puisque cet argent qu'elle a levé et dont seule une fraction est récupérée à court terme, eh bien tout le reste est placé à long terme. Et donc le rôle de la banque, c'est aussi d'assurer le financement de l'économie. Elle assure la liquidité et elle assure la transformation de ressources court terme en ressources long terme. Donc voilà, dans un monde idéalisé, tout ce que peut faire une banque, donc financer l'économie, assurer la liquidité et transformer les ressources des déposants, donc des ressources qui, a priori, sont des ressources court terme ou susceptibles d'être à court terme, de les transformer en ressources à long terme. Maintenant, c'est quoi le risque de panique? Supposez maintenant que la banque avait fait ses calculs sur la base de 30% de gens qui vont avoir besoin de liquidité. S'il y en a un de plus qui se présente, la banque, elle avait juste prévu ce qu'il faut comme liquidité, ça veut dire qu'elle n'a plus de liquidité disponible. Qu'est-ce qu'elle va devoir faire pour rembourser? Elle va devoir désinvestir. Et donc, elle va vendre une partie de son investissement. En général, si vous avez investi dans un projet, si vous avez besoin de retirer rapidement votre argent, vous le retirez à un prix, entre guillemets, à la casse. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir retrouver les sommes telles que vous les aviez mises, tout simplement parce que vous aviez investi dans des machines, vous avez investi dans des ressources humaines, vous avez investi dans du capital, mais il n'est pas évident de pouvoir retransformer dans l'autre sens ces investissements en argent. Et donc, vous allez devoir vendre plus d'une unité pour payer l'agent supplémentaire. Donc, pour payer l'unité supplémentaire, vous devez vendre plus d'une unité. Ce qui veut dire que vous allez détériorer le rendement de ceux qui restent. Et à partir d'un certain seuil, ceux qui restent, sachant que leur rendement va être détérioré, au bout d'un moment vont se dire, mais moi je préfère être parmi ceux qui sortent tout de suite plutôt que de rester. Donc moi aussi je veux sortir tout de suite. Et tous les agents vont se précipiter pour retirer leur argent. Les derniers savent du coup qu'ils ne vont pas pouvoir être payés. Et à partir du moment où ils savent qu'ils ne pourront pas être payés, c'est la ruée parce que c'est premier arrivé, premier servi
Donc, il faut que je sois, non seulement que j'aille retirer mon argent aujourd'hui, mais que je sois le premier à aller le retirer, ou parmi les premiers. Et donc, on se retrouve dans le mécanisme de la ruée et de la faillite. Alors, permettez-moi de présenter un exemple encore plus simpliste, mais qui va permettre de mettre les choses, disons, d'illustrer encore plus les choses. Supposez qu'on a 4 investisseurs, il y en a 2 qui sont patients et 2 qui sont impatients, et chacun dépose 1000 dinars. Donc on a 4000 dinars qui sont placés. Okay, et on suppose que le taux court terme, c'est juste 0, et que le taux long terme, c'est 50%, c'est juste pour que les calculs soient faciles, et qu'en revanche, le taux de liquidation anticipé est de 1,5, c'est-à-dire que si je place 100 sur un projet d'investissement, mais que je suis obligé de retirer avant la fin de l'investissement, je ne récupère que 50 sur les 100 que j'ai placés. J'ai acheté des machines, je dois les revendre, je les revends d'occasion, eh bien, je perds de l'argent, et donc ce que j'avais mis, c'était 100, mais je ne récupère que 50. Donc la banque, au départ, puisqu'elle sait qu'il y a 2 patients et 2 impatients, elle se dit, on m'a déposé 4000, mais il y a 2000 qui vont être retirés demain, donc je les garde de côté, j'y touche pas. Et les 2000 qui vont être retirés après-demain, c'est-à-dire sur le long terme, quand je dis demain et après-demain, c'est court terme, long terme, les 2000 qui vont rester sur le long terme, je les garde en réserve et je vais pouvoir les placer au taux 1 plus grand R, donc je vais pouvoir les placer pour faire que les 2000 se transforment en 3000. Le lendemain, donc à court terme, les impatients viennent et récupèrent leurs 2000, et puis ceux qui sont patients attendent l'échéance du projet d'investissement et ils reçoivent les 50% de rendement prévu et donc reçoivent 1500 chacun. Donc là, on est dans une situation où tout va bien, tout le monde a déposé 1000, mais on sait qu'il y en a 50% qui vont revenir demain et eux, ils pourront récupérer leurs 1000, et puis ceux qui sont prêts à attendre un peu plus longtemps vont pouvoir bénéficier d'un rendement de 50% et donc auront 1500 chacun. Maintenant, supposez que, pour une raison ou pour une autre, l'un des 2 impatients se présente à la date T égale 1. Donc la banque, alors qu'elle pensait devoir payer 2000, doit payer 3000. Pour payer les 3000, elle utilise les 2000 qu'elle avait mis en réserve, mais il lui faut encore trouver 1000. Pour trouver les 1000 qui lui manquent, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle n'a pas d'autre choix que de liquider les 2000 qu'elle avait placés. Mais les 2000 qu'elle avait placés, lorsqu'elle les liquide, ne rapportent que 1000. Et donc, du coup, elle va pouvoir payer le 3e investisseur qui s'est présenté au guichet, elle va payer les 3000, mais elle n'a plus rien en réserve. Ce qui veut dire que le 4e investisseur, quand il se présentera demain, n'aura rien du tout. Donc, le 4e investisseur qui pensait avoir 50% de rendement se retrouve avec 0% de rendement. Et ce calcul-là, chacun peut le faire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui risque de se passer, c'est que les 2 impatients se précipitent en même temps, ou en tout cas vont faire une course pour arriver le premier à la banque dans ce modèle extrêmement simpliste. Et donc, finalement, si tout le monde retire son argent à la date T égale 1, eh bien, ce qu'on va pouvoir servir en moyenne à chacun, eh bien, c'est les 2000 de réserve plus les 2000 qu'on avait placés, mais qu'il faut liquider et qui ne rapportent que 1000. Donc en tout, on va servir 3000, divisé par 4. Et donc en moyenne, ils recevront 750 chacun. Dans les faits, c'est les 3 premiers qui reçoivent 1000 et le 4e ne reçoit rien. Mais en moyenne, c'est 750 chacun. Ce qui veut dire que, alors même que si la banque n'existait pas, ils auraient pu garder chacun ses 1000 et donc avoir 1000 le lendemain, ils se retrouvent finalement avec le risque de n'avoir en moyenne que 750 chacun. Donc, on a vu le côté positif de la banque qui était d'assurer la liquidité, de permettre d'investir dans l'économie et de faire l'intermédiation entre les ressources court terme et les ressources long terme. Mais le côté négatif, c'est ce que l'on voit ici, c'est que s'il y a une mauvaise coordination entre les agents, ou s'il y a de mauvaises anticipations, si on pensait qu'il n'y aurait que 2 agents qui allaient se présenter et qu'ils sont finalement 3, quelle que soit la raison,
soit parce que le troisième a eu besoin d'argent, soit parce que le troisième a eu des doutes sur la qualité de la banque ou sur la capacité de la banque à payer, et donc, par inquiétude, il s'est précipité le premier. Donc, dès qu'il y a un problème de coordination et d'anticipation, on risque d'avoir une destruction de valeur, puisque on a mis 4 000 au début et on ne récupère que 3 000 à la fin. En termes de théorie des jeux, et donc c'est ça le résultat principal de l'article de Diamond et Dybvig, c'est de dire qu'en fait, dans cette économie, eh bien, vous voyez le tableau qui est ici. Alors ceux qui n'ont jamais vu de modèle de théorie des jeux, ça peut faire peur, mais en fait c'est très facile à lire. Si l'agent 1 se présente à la date t égale 1 et que l'agent 2 se présente aussi à t égale 1, eh bien ils vont avoir en moyenne 750 chacun. Si l'agent 1 se présente à t égale 2 alors que l'agent 2 se présente à t égale 1, l'agent 2 aura 0, l'agent 2 pardon, aura 1000 alors que l'agent 1 n'aura que 0. Dans l'autre sens, c'est la situation symétrique, donc c'est celui qui se présente le premier qui récolte 1000 et le second à 0. Et puis, s'ils se présentent tous les deux à t égale 2, ils auront 1500 chacun. Donc on voit bien qu'il y a une situation qui domine très nettement l'autre. Il vaut mieux se présenter tous les deux et avoir 1500 chacun, plutôt que de se présenter tous les deux à la date t égale 2 et avoir 1500 chacun, plutôt que de se présenter tous les deux à t égale 1 et d'avoir 750 chacun. Et pourtant, ces deux situations sont des situations d'équilibre. Et donc, en fait, on a un équilibre qui domine clairement l'autre, mais on ne sait pas à l'avance lequel des deux va s'établir. Et si j'ai le moindre doute que c'est l'équilibre mauvais qui va s'établir, eh bien, j'ai intérêt à jouer la stratégie correspondant à cet équilibre mauvais. Et donc, l'équilibre mauvais, c'est celui dans lequel on perd tous de la valeur. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, ce qui est essentiel, c'est la coordination entre les agents. S'ils sont capables de s'entendre ensemble pour dire attendons la date t égale 2, ou s'il y a un troisième acteur, et donc là on va arriver au rôle des banques centrales et des gouvernements, s'il y a un troisième acteur qui leur dit ne vous inquiétez pas, je vous garantis que tout se passera bien à t égale 2, eh bien ils vont tous attendre t égale 2 et ça sera bénéfique à tous. En revanche, dès qu'il y en a un qui a un doute, il a intérêt à se précipiter, et s'il se précipite, eh bien c'est évident que l'autre aussi a intérêt à se précipiter. Alors, les solutions que proposent Diamond et Dybvig dans leur article, c'est de dire la première solution face à ce risque de panique, c'est la suspension de la convertibilité des dépôts. C'est-à-dire, tout d'un coup, il faut que les banques puissent dire, à partir de maintenant, on ne peut plus retirer son argent. C'était exactement ce que j'avais décrit dans la panique de John Law lorsqu'ils avaient décidé que les guichets n'ouvriraient plus que 2 jours par semaine plutôt que tous les jours. Donc, suspension de la convertibilité des dépôts. Alors, évidemment, en soi, ça ne résout rien, mais ça peut permettre de faire baisser la pression. Ça peut permettre, si la panique était due à de mauvaises anticipations, eh bien, ça permet de laisser les acteurs se recoordonner, réévaluer leurs anticipations, et ça peut, dans certains cas, améliorer la situation. Le problème, évidemment, c'est que la suspension de la convertibilité risque aussi d'alimenter la panique encore plus en se disant, mais si on a suspendu la convertibilité des dépôts, c'est-à-dire si on a suspendu le fait de transformer la convertibilité ici, c'est au sens où vos dépôts à la banque, c'est juste un chiffre qui est écrit sur votre relevé bancaire. Et à tout moment, vous savez que vous pouvez convertir ce chiffre contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Eh bien, on peut imaginer que la banque décide, pour une certaine période, de dire, eh bien, c'est ce qui se passe au Liban, votre argent, il est toujours inscrit sur votre compte, mais vous ne pouvez pas le retirer, ou vous ne pouvez pas retirer plus que tant par jour, ou par semaine, ou par mois. La deuxième solution, qui est déjà plus sophistiquée et plus efficace, c'est la mise en place d'un système de garantie des dépôts. C'est ce qui existe dans de nombreux pays. Soit c'est l'État, soit il y a une caisse spécifique qui est alimentée par une contribution des banques, mais qui fait que vous savez que votre argent à la banque
est garantie par l'État jusqu'à un certain montant. En Europe, c'est, je ne sais pas si c'est en Europe ou en France, je crois que c'est en Europe, c'est 100 000 euros. Donc, non, c'est en France. Si vous êtes jusqu'à 100 000 euros sur votre compte, eh bien, même si la banque fait faillite, l'État vous rembourse les 100 000 euros. Au-delà de 100 000 euros, si la banque fait faillite, eh bien, vous serez servi en fonction de la situation, de la liquidation, dans l'ordre des créanciers, comme dans toute liquidation de société. Donc, vous faites juste partie des créanciers et vous aurez ce qui restera au moment du partage. Donc, la mise en place d'un système de garantie des dépôts, c'est aussi un moyen de mettre de la confiance dans le système. Et puis enfin, et là c'est plutôt le rôle des banques centrales parce qu'elles sont l'organisme qui assure la tutelle du secteur bancaire et qui notamment intervient dans la réglementation bancaire, eh bien, c'est la mise en place de ratios réglementaires et de fonds propres en quantité suffisante. On va imposer des règles comme les règles de Bâle. Donc, on va imposer des règles qui font que la banque doit avoir des fonds propres qui sont à la hauteur, en termes, enfin, pas du même niveau, mais donc il y a un pourcentage entre les fonds propres que doit détenir la banque et les placements et les engagements auprès des clients et des créanciers, de manière à ce que ça garantisse un coussin qui va amortir les chocs. Et donc, ça aussi, c'est une manière de rassurer les créanciers. Parce que, évidemment, si la banque a zéro fonds propres, eh bien, c'est la situation que je décrivais tout à l'heure. Au premier choc, elle ne peut pas payer, elle est obligée de liquider. Si elle a des fonds propres, si elle a des réserves, si elle peut puiser sur ses propres fonds propres, et pas seulement sur les placements des uns et des autres, elle ne fait pas que récupérer les placements de monsieur X, de monsieur Y pour investir, mais elle a aussi ses propres réserves, et donc elle va pouvoir piocher dans ses réserves si elle respecte les obligations en matière de ratio réglementaire et de fonds propres. Alors, quelques mots sur ce modèle. Vous avez vu qu'il était extrêmement simple. L'article est un peu plus compliqué pour les non, ceux qui ne sont pas habitués à la littérature académique, mais ça n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est même l'une des forces du modèle. C'est l'une des forces du modèle parce qu'il est extrêmement simple, il est extrêmement frugal et il explique finalement beaucoup de choses à partir de très peu d'éléments. Il explique les ruées sans introduire de risque à l'actif de la banque. Il n'a pas besoin de prendre en compte ni les risques inhérents aux investissements, ni les chocs exogènes. Donc, vraiment, il est extrêmement simple. Alors maintenant, les faiblesses de ce modèle, c'est que d'abord, il n'y a qu'une seule banque dans le modèle que je vous ai présenté. Il ne tient pas compte du pouvoir de création monétaire de la banque. Dans le modèle tel qu'il est présenté, la garantie des dépôts peut amener à baisser, finalement, à abaisser la vigilance de la banque, et donc il y a un risque d'aléa moral, et puis en réalité, et donc qui n'est pas pris en compte dans le modèle, et puis en réalité, le risque de besoin de liquidité n'est pas connu à l'avance, donc il n'y a pas un chiffre, comme je disais tout à l'heure, de 30% ou de 40%, donc il y a de l'incertitude, les investissements eux-mêmes sont incertains, donc il y a énormément de choses qui ne sont pas prises en compte dans ce modèle. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. Alors, aujourd'hui, parce que là on était dans le théorique, même si je vais rester sur des faits extrêmement stylisés. D'abord, dans la réalité, il y a plusieurs banques. Et il y a un risque donc qui est perçu qu'une sortie anticipée peut entraîner une panique et peut entraîner des conséquences en cascade, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs banques, mais elles ont des participations les unes dans les autres, elles ont des participations communes dans des projets, et donc, comme on l'a vu avec la crise des subprimes, les problèmes de l'une ou de l'un peuvent se propager au niveau des autres acteurs bancaires, au niveau des autres acteurs financiers. Donc, la multiplicité des banques, elle est rassurante parce que on peut se dire, eh bien, finalement, je vais aller chez la meilleure d'entre elles pour me prémunir, mais elle est inquiétante en même temps parce qu'il y a des effets imbriqués qui sont beaucoup trop complexes
pour pouvoir les analyser et qui peuvent entraîner des conséquences en cascade. Et c'est ce qui a fait dire à Charles Owen Prince III, qui était le CEO de Citigroup en 2007, When the music stops, in terms of liquidity, things will be complicated. Donc, quand la musique s'arrêtera, c'est comme dans les chaises musicales, le jeu des chaises musicales. Quand la musique s'arrêtera, on sait que ça va être compliqué au niveau de la liquidité. But as long as the music is playing, you have got to get up and dance. Donc, tant que la musique joue, il faut danser. Parce qu'on sait que si on arrête de danser, la musique risque de s'arrêter et là, ça va être très compliqué. Alors bon, pour la petite histoire, il a été limogé quelques mois plus tard et en tout cas, lui n'est jamais retourné sur la piste de danse. Donc, il y a à la fois donc, le risque de problèmes en cascade et il y a le fait, évidemment, le risque que les acteurs, par-delà le cas du CEO lui-même, mais que les acteurs eux-mêmes, au sens acteurs bancaires, eh bien, se retrouvent expulsés du jeu et ce sont toutes les faillites que l'on a pu connaître, que ce soit Lehman Brothers, que ce soit le Northern Rock, etc. Et dans ce système où il y a des acteurs nombreux, eh bien, les seuls ratios agrégés, tout à l'heure je parlais de ratio de fonds propres sur engagement, eh bien, les seuls ratios agrégés ne suffisent pas. Il faut des ratios qui prennent en compte la multiplicité des contreparties et notamment des ratios par contrepartie majeure. C'est-à-dire que non seulement je ne dois pas être trop exposé, moi en tant que banque, je ne dois pas être trop exposé au risque en général, mais je ne dois pas non plus être trop exposé par rapport à un autre acteur particulier. Si jamais la faillite de X risque d'entraîner ma propre faillite, eh bien, on risque d'avoir des phénomènes en chaîne, des phénomènes en cascade qu'il faut essayer d'éviter. Et donc, c'est pour ça qu'en plus des ratios agrégés, petit à petit, la réglementation a mis en place des ratios beaucoup plus fins, notamment des ratios par contrepartie, soit par contrepartie majeure, soit par groupe ou par secteur. Notamment, par exemple, on peut se demander aujourd'hui, et c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de banques, s'il ne faut pas limiter son exposition sur certains secteurs en particulier, et notamment le tourisme pour ne pas le nommer. Alors, le problème des gouvernements dans tout ça, en 1930, la Banque des États-Unis a subi une ruée bancaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Federal Reserve a laissé la faillite s'enclencher. Le 11 décembre, la banque a fermé définitivement, mais finalement, les déposants ont été indemnisés à 80%, ce qui signifie finalement que la banque était solvable. Et donc, d'après Milton Friedman d'ailleurs, cette faillite serait le catalyseur de la Grande Dépression. Donc, les gouvernements sont tout de suite face à la question suivante. Lorsqu'il y a un risque de faillite, lorsqu'il y a un risque de ruée bancaire, est-ce qu'il faut laisser la faillite aller jusqu'à son terme ou pas? Si jamais la situation est extrêmement compromise pour la banque en question, eh bien, il est peut-être sain de la laisser faire faillite. C'est comme pour les entreprises. Si une entreprise n'est plus du tout rentable, eh bien, il peut être pertinent de la laisser aller à la faillite. Le risque, c'est que, en allant à la faillite, c'est le fameux too big to fail, en faisant faillite, elle risque d'entraîner des faillites en cascade. Et donc, la grande question, c'est de savoir faut-il ou ne faut-il pas renflouer. En 2008, Lehman Brothers était en faillite. Paulson a décidé de ne pas renflouer. Du coup, ça a causé des problèmes majeurs à AIG qui assurait Lehman. Et puis finalement, ça a été au contraire le plan Paulson où on a injecté énormément de monnaie. Donc, on voit bien qu'on oscille en permanence, les gouvernements, les banques centrales oscillent en permanence entre
renflouer, ne pas renflouer, laisser aller à la faillite ou sauver tel ou tel acteur. Et à ce moment-là, la question est sur quelle base faut-il sauver tel ou tel acteur. Alors sur quelle base? Eh bien, la grille d'analyse simplifiée, encore une fois, c'est est-ce qu'il y a un risque de contagion? Est-ce que c'est un problème de solvabilité ou de liquidité? C'est-à-dire, est-ce que la situation de la banque est réellement mauvaise ou est-ce que c'est un creux passager, c'est un problème de liquidité, mais dès que ce problème sera dépassé, elle pourra être de nouveau solvable. Question essentielle qu'on ne pose pas assez souvent, qu'est-ce que cela risque de coûter aux contribuables? Donc, regarder, analyser les différentes solutions possibles à l'aune du coût pour les contribuables. Et puis, est-ce que ça va créer un précédent fâcheux, ce que les économistes appellent un aléa moral? Si je sais que finalement, l'État est toujours là pour éviter les faillites, eh bien, je n'ai plus intérêt à bien gérer. Et puis, quand j'ai un problème, j'attends qu'on vienne me sauver. Maintenant, la boîte à outils, c'est quoi? C'est garantir les dépôts. Donc, ça, on en a parlé tout à l'heure. L'État ou une caisse spécialisée peut mettre en place une garantie des dépôts. Ça peut être, si nécessaire, ce qu'on appelle le haircut, c'est-à-dire dire ben voilà, tout ce qui est au-dessus de temps est perdu dans les comptes en banque. Donc, soit tout ce qui est au-dessus de temps, soit faire comment dire, appliquer une règle proportionnelle. C'est ce qui s'était passé en 1717, ce que je décrivais tout à l'heure, où on a décidé que si vous aviez 100, eh bien, vous n'aurez plus que 50. Voilà. Donc, tout le monde a un taux, un abattement forfaitaire de 50%. Évidemment, c'est violent et ça peut être perçu comme fondamentalement injuste, mais ça peut permettre à la banque de redémarrer et donc de finalement continuer à agir, non pas que le but soit de sauver la banque pour sauver la banque, mais pour éviter une situation qui pourrait être pire. Il y a aussi la solution de la nationalisation, partielle ou totale. Et puis enfin, la dernière solution qui consiste à ne rien faire du tout ou à laisser faire. Le cas de la nationalisation, par exemple, est une question qui est extrêmement intéressante, en lien d'ailleurs avec ce que ça risque de coûter aux contribuables. Lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, eh bien, on a injecté énormément de liquidités dans le système, on a sauvé les banques, en tout cas un certain nombre d'entre elles, qui ont pu rebondir, et c'est une excellente chose, mais finalement, c'est le contribuable qui en a payé de manière indirecte les coûts en termes de, notamment d'inflation à cause de l'argent qui a été injecté, et on aurait pu imaginer d'autres solutions consistant à dire, d'accord, on va sauver la banque, mais vous, les actionnaires actuels, vous avez grillé votre capital, donc vous êtes out, et c'est l'État qui reprend la banque, qui la sauve, certes, mais qui, du coup, quand la banque va rebondir, eh bien, ses gains futurs, eh bien, sont de manière directe ou indirecte, enfin indirecte en fait, redistribués entre les contribuables, puisque c'est autant d'argent en plus que l'État aura, et donc autant soit d'argent en moins qu'il devra lever via l'impôt, soit autant de projets en plus qu'il pourra financer. Et puis, pour terminer, le dilemme des banques centrales dans tout ça, c'est qu'elles ont deux rôles. Elles ont pour rôle d'assurer la liquidité et elles ont pour rôle de lutter contre l'inflation. Si je regarde le statut de la Banque centrale de Tunisie, mais on retrouve à peu près la même chose dans toutes les banques centrales de par le monde, la loi 2016-35 dit dans son article 7 que l'objectif principal de la BCT, c'est de maintenir la stabilité des prix, donc lutter contre l'inflation. Et aujourd'hui, la Banque centrale augmente ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation, et pas seulement en Tunisie, c'est ce que l'on observe aujourd'hui un peu partout, il y a une augmentation des taux pour lutter contre l'inflation, mais la même banque centrale est notamment chargée, alors là c'est l'article 8, vous avez, je n'ai pas repris tous les
les éléments de l'article 8, mais d'abord, elle est l'organe de contrôle des banques et des établissements financiers et de la régulation de l'activité bancaire, donc c'est pour ça qu'elle est directement concernée par l'activité bancaire. Elle a pour rôle de prévenir et d'atténuer le risque systémique et d'œuvrer à la protection des usagers des services bancaires. En d'autres termes, elle a pour